Bonsoir, mesdames, messieurs. Ici Julie Drolet. Bienvenue à l'émission 24/60. Au menu ce soir, 2 provinces, 2 stratégies pour endiguer la propagation de la COVID-19. Au Québec, le premier ministre Legault veut convaincre les sceptiques et les insouciants avec des publicités percutantes. Et en Ontario, le premier ministre Ford, lui, choisit plutôt la manière forte et va de l'avant avec des amendes les plus élevées au pays, jusqu'à 100 000 $. Mais qui a la meilleure stratégie? On va vous parler des anges gardiens aussi, qui sont vus refuser des tests et des services que les Québécois qui occupaient les mêmes emplois qu'eux avaient. Pourquoi un 2 poids 2 mesures? Et enfin, retour sur l'actualité de la semaine avec François Cardinal et Manon Cornelier. Ce sera notre carnet politique. Mais on commence tout de suite avec ce que veut faire le premier ministre Legault, c'est-à-dire de tenter de faire comprendre que la COVID, on doit la prendre au sérieux en diffusant des publicités beaucoup plus percutantes. Voici comment il a présenté ça aujourd'hui. On ne souhaite pas, évidemment, que les gens soient obligés d'avoir dans leur entourage quelqu'un qui a vécu l'enfer pour comprendre que l'enfer existe. Mais effectivement, si on est capable, à la télévision, avec des victimes ou des proches de victimes, d'avoir des cas réels qui expliquent comment ça peut être dur de vivre les conséquences de la COVID, bien, ça va peut-être réussir à sensibiliser les personnes qui pensent encore qu'il n'y a pas de risque. Alors, on s'est dit à 24/60, pourquoi attendre une publicité? Pourquoi ne pas inviter nous-mêmes, dès maintenant, une personne qui a été contaminée et qui peut témoigner de l'impact de cette maladie? On a pensé tout de suite à la docteure Mélissa Ranger, urgentologue à l'hôpital Charles-Lemoine. Bonsoir, docteur Ranger. Merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir, Madame Drolet. Merci. On va rappeler un peu ce qui s'est passé de votre côté. Vous avez été contaminé, vous avez été très malade avec la COVID. Vous connaissez cette maladie-là dans vos chairs. Vous aviez même accordé une entrevue de votre lit d'hôpital à ma collègue Anne-Marie Dussault à l'émission 24/60. On vous voit, ce sont des images d'archives du printemps passé. Là, on a du recul. Alors, j'aimerais vous entendre aujourd'hui parler de cette maladie. Qu'est-ce que vous avez vécu? Bien, moi, j'étais vraiment surprise. On savait que déjà en Europe, là, ce virus-là atteignait plusieurs types de populations où les gens se battaient pour avoir accès à un ventilateur. Fait que moi, quand j'ai commencé à avoir les symptômes, c'était très, très, très léger. J'étais plus ou moins inquiète, mais la deuxième semaine, là, ça s'était détérioré, là, où il y avait une atteinte aux poumons de façon plus sévère, puis par la suite même aux autres organes. Donc, c'était surprenant parce que même avec le recul, là, aujourd'hui, on sait que ça touche plusieurs populations à risque, comme les personnes âgées, 70 ans et plus, avec des comorbidités aussi. Puis moi, pourtant, 40 ans, bonne santé, pas de médicaments, active. J'avais passé ma ceinture noire de karaté l'année d'avant et ça m'a pas empêché de compliquer. Donc, c'est pas d'alarmer les gens. On sait que la COVID, ça donne beaucoup d'anxiété, mais c'est quand même de sensibiliser au fait que d'être hospitalisé ou de finir aux soins intensifs avec le coronavirus, peu importe notre groupe d'âge, c'est toujours possible. Et donc, il faut prendre ça au sérieux. Il faut suivre les recommandations. Quand vous dites que vous avez eu des complications, qu'est-ce que ça voulait dire exactement? Qu'est-ce que vous avez vécu à l'intérieur de vous? Ben moi, au moment d'avoir le diagnostic, j'avais juste de la congestion. Je faisais pas de fièvre. J'allais vraiment, vraiment bien. J'étais à la maison. Puis, dans l'espace de 24 heures, je me suis mis à avoir des douleurs thoraciques très, très, très sévères. J'avais de la misère à inspirer. J'arrivais plus à dormir. J'étais essoufflée là, au moindre effort. Puis là, je me disais, coudonc, qu'est-ce qui se passe? J'avais un saturomètre à la maison qui démontrait que mon niveau d'oxygène descendait au moindre petit pas. Là. Je marchais alentour de la maison, ça désaturait en bas de 90 %. Et là, c'est vraiment en arrivant à l'urgence avec le scan qu'on a vu quand même que ça avait atteint les poumons de façon importante. Là. Les 2 poumons étaient atteints, il y avait aussi de l'eau. Puis donc, ça a été un début d'hospitalisation, le premier 48 heures, qui était plus une surveillance respiratoire, mais par la suite, il y a eu d'autres détériorations. Il y a eu une atteinte du foie. Par la suite, ça a été une bonne atteinte de l'état général. J'ai de la misère à me mobiliser. J'ai même eu une atteinte sévère des articulations, là, des douleurs articulaires qui ont persisté plusieurs semaines par la suite. Comment vous avez réussi à vous en sortir, docteur Ranger? Mais en fait, il n'y a pas de traitement actuellement. Hein. Fait que c'est un traitement de support, c'est du repos. Là, à l'hôpital, on sait que ça peut faire des caillots. Ça peut faire des caillots au niveau de différents organes. Donc, ils traitent avec des anticoagulants. On traitait aussi avec des antibiotiques en supposant qu'ils pouvaient avoir une surinfection avec une bactérie. Mais ça reste du support, ça reste du repos, mais on n'a pas de traitement. On sait difficilement qui risque de compliquer dans la grosse cascade inflammatoire, là, puis se ramasser là, justement sur un respirateur rapidement.
on a de plus en plus d'informations, mais il reste encore beaucoup d'inconnus face à tout ça. Donc, de savoir est-ce que quelqu'un qui va l'avoir va finir avec les séquelles ou va complètement récupérer, c'est difficile de le prédire. Puis, on a encore des données qu'on n'a pas, comme le fameux syndrome post-COVID qu'on entend un peu parler, ou des gens qui étaient capables de courir des marathons l'année d'avant, qui n'avaient pas de facteur de risque d'antécédents, sont toujours très, très hypothéqués au niveau de leur qualité de vie 4 mois plus tard. Donc, c'est un peu l'évolution qui va nous dire si est-ce qu'on peut rester même avec des séquelles à nos organes suite à ce virus-là. Bien, c'est ça. Alors, finalement, c'est vraiment du cas par cas, mais c'est même difficile de savoir qui va subir la maladie de façon beaucoup plus sérieuse, parce que même des jeunes femmes comme vous, en forme, peuvent avoir de graves conséquences. Là, on est plusieurs mois plus tard dans votre cas. Vous avez repris votre pratique maintenant. Comment vous allez? Avez-vous gardé des marques de cette maladie ou est-ce que maintenant vous êtes revenu exactement ce que vous étiez avant? Au niveau physique, j'ai même eu mon scan pulmonaire de contrôle la semaine dernière où tout est revenu à la normale. Donc, moi, j'ai pas de séquelles là, au niveau de mes organes, au niveau de ma santé physique. Par contre, je vous dirais que ça m'a causé beaucoup d'anxiété d'avoir été malade comme ça. Puis là, quand on voit la deuxième vague, on ne sait pas combien de temps qu'on est immunisé. Je vous dirais qu'il y a toujours quand même une inquiétude de recontracter ce virus-là, de voir que des personnes, comme par exemple, j'ai un parent qui est immunosupprimé, donc de voir que les proches qui sont plus vulnérables, hein, parce que j'étais pas dans la catégorie vulnérable, mais qu'eux puissent en subir des conséquences. Il demeure quand même, comme séquelles, je vous dirais, des séquelles plutôt d'anxiété face à tout ça. Quand vous entendez M. Legault dire, là, ça nous prendrait des publicités plus percutantes avec des témoignages, c'est ce que vous êtes en train de faire ce soir. Vous nous faites un témoignage. Avez-vous l'impression que ça peut faire une différence, effectivement, pour sensibiliser les gens? Parce qu'on voit qu'il y a des gens qui sont très insouciants. Là. Ils continuent les rassemblements, ils continuent les parties comme s'il n'y avait rien là. Et c'est devenu un problème pour le gouvernement de faire passer le message. Beaucoup, là, on voit tout à fait, là, avec toute la désinformation qui circule sur les médias sociaux, entre autres les théories de complot, il y a des gens qui croient encore que ce virus-là est tout à fait banal ou que du moins il n'y a pas de pandémie, puis c'est difficile d'aller les chercher. On a l'impression que les gens qui parlent comme moi, c'est des gens qui ont été achetés. Fait qu'on essaie de pouvoir partager notre expérience pour les sensibiliser au fait que ça peut être sérieux. Là. Moi, je m'en suis remis, j'ai pas de séquelles. Il y a des gens qui ont perdu des proches dans des conditions terribles où les gens mouraient seuls là, dans les urgences, au niveau des CHSLD. Donc, ça a eu des conséquences très, très dramatiques pour de familles québécoises, de familles à travers le monde. Fait que d'aller chercher, il faut aller sensibiliser les gens parce que là, on est en train de cibler qu'il y a des éclosions plus chez la population jeune qui sont généralement moins malades, mais qui peuvent rendre les gens vulnérables, donc les gens plus âgés, les gens avec de l'hypertension, des diabètes, des maladies chroniques au niveau respiratoire, beaucoup plus malades. Donc, c'est important de les sensibiliser que ça existe. C'est pas parce qu'on le voit pas, le virus, qui est pas là. Il peut être dangereux pour beaucoup de personnes. Et donc, c'est important qu'on travaille tous ensemble, qu'on ait cet ennemi commun-là et qu'on adopte ces mesures-là. On demande pourtant pas tant de choses que ça, d'éviter des parties privées, de maintenir une distance, de le porter, le masque. C'est quand même pas la fin du monde, considérant tout ce que certaines personnes peuvent perdre à cause de la pandémie actuellement. Non seulement vous l'avez vécu, la maladie, mais en plus, vous êtes allé donner un coup de main dans les CHSLD. Donc, vous avez vu les personnes âgées en souffrir et dans certains cas, en mourir aussi. Vous travaillez dans une urgence, vous voyez les jeunes, vous voyez les gens qui arrivent à votre urgence et qui peuvent être très malades aussi. Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui quand vous voyez les manifestations anti-masques, quand vous entendez parler de l'insouciance des jeunes qui rentrent au cégep, mais qui font des parties, puis tous les cégeps sont obligés de fermer, tous les cours deviennent en ligne à cause d'eux. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez ça? Ben, moi, je trouve ça horrible, je trouve ça décourageant. Parce que oui, la détresse, je l'ai vue. Je suis rentrée dans un CHSLD où, au départ, il y avait 100 personnes, puis 2 semaines après, il en restait 50. Des gens qui avaient encore une certaine capacité à jouir de la vie, à voir leurs proches. Une dame que son fils ne mangeait toutes les semaines, du Saint-Hubert et tout ça, qui sont tous décédés seuls à l'intérieur. Des gens qui ont perdu des pères, des sœurs, des voisines, des amis. Puis là, quand on voit qu'il y a des gens qui veulent juste pas croire à tout ça, bien, ça peut être compréhensible d'une certaine façon, parce que s'ils n'ont pas été touchés, bien, ils ont peut-être l'impression que ça n'existe juste pas, puis que c'est toute de la médisance qu'on fait, de la propagande fautive, mais c'est pour ça qu'on sort. Moi, je suis effectivement une urgentologue. Je vais être là cette nuit à Charlemagne. Je les vois, les patients, je m'en occupe. Puis j'ai vu beaucoup de choses qui étaient pas drôles. Fait que c'est important là, de nous croire, de nous écouter, puis de nous aider à vous aider, parce qu'une deuxième vague, bien qu'on ait le matériel, qu'on sache les trajectoires, qu'on soit prêt à y faire face. On a tout l'enjeu de la pénurie de personnel, on a tout l'enjeu que la population générale qui a besoin de soins, qui a besoin de chirurgie, va être hypothéquée par ça. Donc, il y a beaucoup de dommages collatéraux à voir nos urgences, nos soins intensifs ou nos hôpitaux
se remplir à nouveau. C'est 95 000 chirurgies là, qui sont en attente, des gens là, qui souffrent chez eux parce qu'ils n'ont pas accès à nos soins. C'est du personnel de santé qui est épuisé, qui travaille en contingence, c'est pas évident là, pour nous. De le voir à l'intérieur, tout ça, c'est facile, on prend conscience, mais de partager notre expérience avec vous, ben, c'est le message, c'est écoutez-nous, là, c'est sérieux tout ça, là. J'ai une dernière question pour vous, Dr Ranger. Puisque vous l'avez déjà eu, la maladie, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que dans certains cas, si vous avez été en proximité avec quelqu'un qui souffre de la COVID, est-ce que, comme nous, qui ne l'avons pas eu, vous devez vous faire tester à nouveau? Oui, ça s'est passé cette semaine, justement, là, avec la rentrée des enfants à l'école. Là, je pense que tout le monde autour des amis de mes enfants ont des congestions, de la toux. Fait qu'inévitablement, j'ai attrapé le rhume, moi aussi. Et on est dépisté automatiquement, puis on attend le résultat. J'ai eu mon résultat très rapidement qui était négatif, mais on ne considère pas nécessairement qu'on est immunisé. Donc, au moins de symptômes, c'est la même chose. On doit vérifier à nouveau. Les études ne nous permettent pas actuellement de savoir pendant combien de temps on est protégé. Est-ce que c'est 6 mois, 1 an, 2 ans? Fait que c'est sûr qu'on se protège de la même façon. On se dépiste dès qu'on a des symptômes, puis on reste à l'affût. Donc, on ne peut pas dire c'est réglé, je l'ai eu, je m'en suis sortie, moi, ça ne me touche plus, cette maladie-là. C'est ce que vous nous dites, finalement. On ne peut pas dire ça, c'est ça. On pourrait toujours le revoir. C'est toujours très précieux de parler avec quelqu'un qui sait de quoi il parle et qui l'a vécu de façon très intime. Dr Ranger, merci beaucoup pour votre témoignage. Ça me fait